Alors moi je suis aux anges parce que je suis sur le jump site. C'est la première fois que je suis dans un A400M et je me retrouve dans le cockpit. Voilà, très bien. Debout là-dedans, c'est lâché solo et qui recommence. Bonsoir à tous, bienvenue. Émission un petit peu spéciale ce soir pour une simple et bonne raison toute bête, c'est que j'ai une journée un petit peu dingue aujourd'hui et malgré tout, comme c'était une journée un petit peu aéronautique, je vais vous la raconter. Parce qu'elle a été longue, elle est intéressante, on a vu des choses sympas, j'ai fait des trucs rigolos que je pensais pas faire. Je me suis levé à 6h du mat, ce qui est très très inhabituel chez moi, vraiment. J'ai pris mon petit Uber. Puis je suis allé jusque dans le sud de Paris, là, comment ça s'appelle ? Villacoublay, voilà, Villacoublay. Base aérienne 107 Villacoublay, là, accueil normal. On nous prend nos cartes d'identité, on nous les redonne, on nous donne un badge, on nous conduit à l'escale, et puis il y avait ça qui nous attendait sur le tarmac. Ah, là, on peut parler de tarmac. Enfin, sur le parking de l'escale. Je suis très content. J'ai fait mon premier tour d'A400M aujourd'hui. Comme c'était une grande première, de fait, des tours, on en a fait 2. Voilà. Et le deuxième, il était top. Et en fait, c'est ce que je vais vous raconter. Aujourd'hui, voilà, j'ai participé à un exercice de l'armée de l'air. Donc ce matin, j'ai fait mon petit tour d'A400M jusqu'à Orléans. À Orléans, on a vu des trucs sympas, on a fait des trucs sympas et on va vous le raconter. Tout ça se passe dans le cadre d'un exercice qui est en cours avec l'armée de l'air qui s'appelle Taranis, d'où le titre de l'émission. Donc voilà, embarquement donc de 8h à l'entrée base, décollage à 9h avec l'A400M qui est ici. Donc c'est mon premier tour en A400M. Je crois même que je n'étais même jamais monté dedans puisque à chaque fois qu'il y avait Salon du Bourget, etc., enfin, il y a toujours la queue sur les meetings aériens, je visite pas les avions, il y a toujours de la queue, je déteste faire la queue. Et donc je n'ai jamais visité la 400M. Embarquement donc sur la 400M donc vers 9h, décollage dans la foulée. Bon, le vol a été un petit peu plus long qu'il n'aurait dû parce que, en A400M, Villacoublay-Orléans, si vous faites ça en une demi-heure, c'est que déjà vous êtes passé par le chemin des écoliers. Là, on a mis un petit peu plus parce qu'on a fait du stack pour attendre l'autorisation de se poser à Orléans parce qu'il y a un exercice à Orléans, il y avait du monde en l'air à Orléans, donc on ne s'est pas posé tout de suite, on a tourné un petit peu. Et là où les choses commencent à devenir vraiment très marrantes, c'est qu'on ne s'est pas posé vraiment sur la piste habituelle, on s'est posé sur cette piste-là. Et là, si vous regardez bien l'image, elle est space, elle a une couleur bizarre cette piste. En fait, c'est une piste sommaire qui est organisée, enfin qui existait depuis très longtemps sur la base d'Orléans, la BA 123, où sont basés les A400M notamment. Et elle existait depuis très longtemps. Je viens d'envoyer un message à un copain qui est un ancien pilote de Transal et qui est aujourd'hui à la sécurité civile. Xavier, je te salue. Je lui avais demandé effectivement la base sommaire qu'il y avait sur la base d'Orléans. Est-ce que toi, tu t'y es posé souvent ? Parce que lui volait au Poitou. Et il m'a répondu tout à l'heure, oui, tout à fait. Et je m'y suis posé très régulièrement. Et donc, il y a quelques semaines, il y avait l'anniversaire de son escadron. Il y est allé et il a vu que la piste avait été totalement refaite. Alors, c'est une piste sommaire, oui, ok, mais enfin, elle est vraiment bien préparée, la piste sommaire. Elle est bien damée, elle est lisse. Franchement, on n'a pas senti dans l'avion de différence entre l'atterrissage sur cette piste sommaire comparativement à une piste standard. Pourtant, c'est pas du béton, hein, c'est du gravier. Alors, je sais pas si les images vont vous le montrer plus particulièrement, mais voilà, vous avez vraiment un revêtement qui est très particulier. C'est une piste qui est ouverte maintenant sur la base d'Orléans pour que les équipages puissent s'entraîner à se poser sur des terrains improvisés. Évidemment, comme les avions sont de plus en plus gros, plus en plus lourds, les improvisations se font plus sur des champs de patates, et là, c'est quand même une piste qui ressemble à ce que pourrait très rapidement installer le génie quelque part à un endroit. Vous avez ici une vue Google Earth de la base aérienne 123 d'Orléans. Évidemment, toutes les bases aériennes françaises aujourd'hui sont floutées, mais elle est floutée relativement légèrement, ce qui permet de voir les masses, les bâtiments, les pistes, d'avoir moins une idée du visuel et de l'organisation de la base. Vous avez ici des anciennes aires de dispersion, par exemple. La piste principale est là, et vous avez ici la nouvelle piste sommaire, et vous avez encore visible la trace de l'ancienne piste sommaire qui était là, qui était sans doute une piste en champ de patates. J'avais pas remis les pieds à Orléans-Brissy depuis, j'arrive pas à me souvenir de la date, la dernière fois que je suis venu sur la base, ça doit remonter à une bonne vingtaine d'années, je n'ai pas reconnu la base, ils ont tout refait, les gorées.
Au point qu'il y a des moments où on a traîné en bus sur la base, je savais plus où on était exactement. Alors que bon, Orléans, la base, la géographie est relativement simple, mais un petit peu perdu. Mais effectivement, tout a été refait. Il y a encore des bâtiments en construction parce que l'arrivée de la 400M a obligé à refaire totalement la base. Et cette piste-là, elle fait partie de tous les travaux qui sont en cours à Orléans. Et c'est un outil qui va être intéressant à utiliser pour les avions lourds à 400M, mais aussi pour les aéronefs plus légers, CASA 235 et puis évidemment ces 130 Hercule. Et la bonne surprise, le truc un peu rigolo de l'histoire, voilà, c'est qu'on s'est posé avec cet avion-là et qu'en fait, on était à bord de l'avion inaugural de la nouvelle piste d'Orléans. Et ça, faut avouer que je m'y attendais pas trop. On n'est pas dans ces manips-là comme ça par hasard. Ça passe par les services de communication. Ils envoient un message à toutes les rédactions qu'ils connaissent en disant voilà, est-ce que ça vous intéresse de traiter le sujet? Ceux qui viennent en voiture à Orléans directement, voici les modalités d'accès. Pour ceux qui viendraient de Paris, il y a un avion parce qu'il y a une délégation officielle. Il y avait quand même quelques généraux dans l'avion. Et donc, en fait, on s'est posé sur la piste et derrière, tout le monde est sorti et ils ont tendu le ruban à couper parce que c'était l'inauguration officielle de cette piste d'entraînement qui est un nouvel outil au service des forces aériennes de projection et du transport aérien militaire français. En avant-première, voilà, l'A400M, le premier décollage officiel d'un A400M de cette nouvelle piste d'entraînement de la base d'Orléans. Et premier posé d'un C-130J sur cette fameuse piste d'entraînement, puisqu'elle est prévue pour tous les aéronefs de transport. C'est vrai que pouvoir disposer d'un endroit où on se pose sur une piste qui n'est pas tout à fait en béton, qui peut être allumée, qui peut être éteinte, parce qu'elle est balisée, mais le balisage, il peut ne pas être activé. Donc ça permet d'avoir des missions d'entraînement qui peuvent être un petit peu plus intéressantes, surtout. Et par contre, c'est sécure parce que vous avez les SCCS, vous avez les pompiers de l'air qui sont là, qui sont présents, donc ils peuvent assurer la sécurité des vols. Donc à peine le temps de suivre les discours, même pas le temps de manger. On nous avait filé un petit panier repas, donc auquel j'ai pas eu le temps de bouger, de toucher. Donc j'ai du yabon, crème dessert, et puis j'ai un petit pâté de volaille. Et donc on a embarqué avec une équipe du 12e régiment de... alors, c'est des cuirassiers. C'est le régiment qui est basé à Olivet, donc juste à côté d'Orléans. Ce qui est assez logique, qui viennent participer aux opérations. On a embarqué comme ça dans la 400M environ, je dirais qu'ils étaient bien une cinquantaine, facile, peut-être un peu plus, peut-être 80. Parce que cette manip, cette inauguration, elle s'inscrit aussi dans l'exercice Taranis, qui est un exercice de montée en puissance du transport aérien. Et là-dessus, on a eu un beau dossier de presse qui est absolument magnifique, une jolie plaquette. Alors ça, j'avoue que là, je kiffe. On a eu ça, mais j'ai pas eu le temps de l'ouvrir. Donc, les enjeux de l'exercice, heureusement qu'il y a eu quelques discours sur lesquels j'ai eu le temps de prendre des notes. C'est l'esprit pionnier de l'armée de l'air, parce que face à la montée des périls, l'armée de l'air reprend la main, essaye de continuer à se développer sur la lutte à haute intensité. Et c'est vraiment la haute intensité, c'est un mot qu'on nous a prononcé une quinzaine de fois en une quinzaine de minutes pendant les discours. C'était assez fort. Surtout, il y a un des généraux qui est intervenu, qui nous a expliqué que les périls, par exemple, c'est la Chine. La Chine produit actuellement, et c'est la première fois que j'entends ce chiffre, il est effarant, l'armée de l'air chinoise produit l'équivalent de l'arsenal de l'armée de l'air française tous les 2 ans. Vous voyez le développement exponentiel de l'armée chinoise actuellement. Ils ont les moyens de le faire. Et ça pose d'énormes problèmes pour l'équilibre des relations internationales dans la région Indo-Pacifique, voire même ailleurs. Donc il y a une vraie montée des périls. On parle évidemment de la Russie, de ce qui se passe en Ukraine. On parle aussi des tensions au Moyen-Orient. Et en fait, on est aujourd'hui dans un monde qui est beaucoup plus perturbé qu'il ne l'était il y a 10 ans. C'est une réflexion qu'entre vieux cons, on s'est fait avec quelques journalistes de ma génération qui étaient présents à la manip. Je vais le citer puisque c'est un ami, Henri-Pierre Groslo, donc journaliste pour Airfan. Henri-Pierre était à côté de moi justement pendant les discours. Et le ton des discours était très
on va pas dire va-t-en-guerre, mais on n'est plus dans les missions de contre-insurrection qu'on a eues pendant ces 25 dernières années. On se dirige vers des conflits un petit peu plus généralisés où, par exemple, les armées européennes n'auront pas forcément la supériorité aérienne, ce qu'ils avaient en Afghanistan. Et il faudra combattre pour avoir cette supériorité aérienne. Alors, l'armée de l'air se modernise, mais est-ce qu'elle se modernise assez vite et en quantité suffisante? Ça, c'est un autre débat. Et avec Henri Pierre, on était en train de se regarder en se disant, mais oui, aujourd'hui, on vit dans un monde où il y a un risque de guerre. Moi, je suis né en 1971. J'ai vécu donc toute ma jeunesse sur la fin de la guerre froide. On savait, dans les années 80, qu'il y avait encore des risques de conflagration nucléaire avec la Russie. Bon, après sont arrivés la glasnost, Gorbatchev, les années 90, la chute du mur de Berlin. Et pour l'avoir vécu en direct devant ma télé, la chute du mur de Berlin, on s'est dit, ben voilà, c'est bon, c'est terminé. La guerre froide, c'est du passé. Et visiblement, elle revient. J'ai passé l'âge de prendre les armes, mais c'est un drôle de sentiment qui nous touche, nous, aujourd'hui. Alors, il y aura toujours des gens pour dire, ouais, c'est les médias qui font peur, etc. Mais les médias, c'est une chose, et j'en fais partie, donc c'est compliqué d'être équilibré dans son discours, mais quand les militaires arrivent pour dire, bon, bah, on se prépare une guerre à haute intensité et on cherche à se développer, et puis le cyber, et puis l'IA, et puis l'espace, et puis on a eu un long développement sur la haute altitude. Entre 18 000 mètres d'altitude et 100 000 mètres d'altitude, il y a plein de choses qui s'y passent, et on n'a pas forcément les moyens d'intervenir, on n'a pas forcément non plus les moyens de détecter, on l'a vu avec les ballons chinois, donc ouais, c'est une montée des périls comme, si vous êtes un peu historien, vous dites, oh putain, les années 30, bah ouais, il y a un peu de ça quand même, et c'est glaçant. Et on sait que l'armée de l'air française, dans les années 30, elle ne s'est pas bien préparée au conflit qui arrivait, avec les conséquences qu'on connaît. Donc, si on oublie son histoire, on risque de la revivre. J'espère que nos dirigeants ont bien pigé qu'on n'avait pas que des amis un peu partout. On a des alliés, mais même nos alliés, les États-Unis se détournent du front européen pour se retourner vers ce qui pouvait se passer du côté du Pacifique, et il va falloir qu'on se débrouille nous-mêmes, vraiment. Et c'est un peu le but de l'exercice Lataranis, c'est le transport aérien français qui se met en position de situation de crise extrême, et il faut organiser les missions même en situation dégradée. On nous a donné quelques éléments sur le déroulé de l'exercice et ce qui attendait les équipages. Ils vont pas s'amuser là jusqu'au 27 novembre. Voilà pour le contexte de cet exercice. Donc, à Orléans, journée média, journée VIP. Nous, journalistes spécialisés, donc on a eu cette invitation, on nous a demandé, qu'est-ce qui vous intéresserait de faire, voilà ce qu'on vous propose. Et parmi les choses proposées, il y avait la possibilité donc d'embarquer à bord de la 400M pour suivre comment on pourrait débarquer des troupes sur un aéroport qu'il faut envahir d'un seul coup. C'est quelque chose qu'on a vu dans l'histoire récente, même dans les conflits à basse intensité. Débarquer sur un aérodrome, un aéroport, et s'en emparer, c'est ce que les Russes ont tenté de faire à Kiev et qui a coûté donc l'Antonov 225 par exemple. Voilà, ça fait partie des opérations sur lesquelles nous on a été impliqués, on était dans l'avion pour faire cette manip, et donc dans la 400M on était avec des soldats, des vrais, qui étaient en tenue de combat et qui étaient briefés comme s'ils allaient intervenir réellement sur l'aéroport. Oui, alors ça ça fait partie toujours des photos marrantes à faire, ça, tu rentres dans un A400M mais t'en as un autre derrière. Si ça pète, on aura assez peu les moyens de faire face, hélas. La motivation, oui, mais en comparaison avec d'autres, c'est chaud. Bah oui, quand on apprend que l'armée chinoise s'équipe à hauteur de ce qu'est l'armée de l'air française tous les 2 ans, ça veut dire, en gros, ils construisent 100 chasseurs, 100 avions de combat par an. D'assaut, sur le Rafale, ils sont à cadence 12 Rafales par an. Un avion par mois. Leur objectif un jour, c'est d'atteindre ce qu'ils appellent la cadence 5, c'est-à-dire la fabrication de 5 Rafales par mois. Ça va être très long à lancer, et parmi les pistes pour arriver à cette cadence 5, il va falloir produire des Rafales en Inde. Moi je souhaite pas que ça pète, personne ne le souhaite, parce que ça risque de pas être beau. Comme tu dis, on aura assez peu les moyens de faire face. On aura les moyens de faire face. La question, c'est combien de temps? Une journée, 2 journées, une semaine, 15 jours?
Et puis après, de basculer en mode guérilla, résistance, etc., ça on sait faire, hein. Et pendant que les Chinois et les Américains innovent, en Europe, on réglemente. Alors il y a ça aussi. Au niveau de l'armée de l'air, par contre, ils nous ont parlé de ce qu'ils aimeraient faire avec la 400M, et en faire un avion de combat, porteur de drones, guerre électronique, avion d'attaque aussi, parce que porteur de missiles stratégiques, d'impliquer la 400M dans des environnements de combat aux côtés des Rafales, et pas seulement pour le ravitaillement en vol. Sauf que des A400M, on n'en a pas des tonnes, hein, donc en plus avec une disponibilité qui est meilleure qu'elle n'a été, mais qui n'est pas encore au top. Et puis bon, évidemment, il y a toutes les problématiques autour des drones. Bon, voilà, on nous a parlé quand même de tout ça, et ça nous a plongé dans une ambiance. Ok, il y avait des avions, c'est sympa, on est sur une base, on a volé, cool, super, on va voler aussi, super. Mais l'ambiance, elle n'est pas sereine. À bord de la 400M, moi, comme c'était la première fois, j'ai visité. Ah, voilà, ça c'est le poste du Loadmaster. Quand on a connu les postes des Loadmasters sur Transal et qu'on voit ça, on se dit, bon, c'est bien le progrès quand même, hein, parce que là, ils ont de quoi bosser. Oui, il y avait des bidules comme ça, je me suis dit, ah tiens, il y a des terminaux pour carte bleue aussi. Bon, c'est de la connerie, hein. C'est je sais pas ce que c'est, mais c'est très rigolo de voir tous ces petits bidules dans la 400M. Et puis, voilà, c'est comme un 747, pour aller dans le cockpit, faut monter. Et on est monté dans le cockpit du 747. Ils ont été très cool. Je dois dire que l'accueil à bord de l'avion, fabuleux. Les pilotes, là, le commandant de bord et son copilote qu'on a là, on n'a pas pu bosser avec, pas pu parler avec eux parce qu'ils étaient en train de travailler, préparer l'avion, piloter. Mais par contre, on a eu des contacts avec les gens, les Loadmasters qui étaient à l'arrière. Merci les gars, vraiment, ils ont été aux petits soins. Vous allez voir ce qui s'est passé. Sans eux, on aurait raté tout ça. Les deux là, qui étaient dans mon avion, si vous me reconnaissez les gars, merci, vraiment un très très grand merci, parce que vous nous avez chouchouté, c'était super, avec le sourire, avec les consignes de sécurité, tout ça, franchement, waouh, voilà. Oui, ça, alors, assis dans le cockpit, moi j'avais ça à gauche, la crypto. À la base, l'invitation, c'était, on devait être dans la soute avec les soldats pour être aux premières loges, pour filmer, pour documenter la façon dont eux opèrent. On était dans l'avion, on discutait un petit peu avec le Loadmaster qui veut nous placer, etc. Puis bon, on patiente parce qu'on a embarqué vraiment très en amont du décollage. C'est justement ce temps très en amont du décollage qui fait qu'on n'a pas mangé. Et à ce moment-là, il y a toujours quelqu'un, et là ça a été moi, de dire au Loadmaster, mais ok, donc le déroulement du vol c'est quoi? On part, on fait des stacks, on se pose, on largue les paras, on se fuit les paras, et puis on suit leur exercice. Ok, très bien. Bon, il y aurait moyen de monter dans le cockpit. Et là, le gars nous regarde et il fait, oui. Voilà. Et donc, on s'est retrouvés assis dans le cockpit. Donc, j'étais avec un caméraman généraliste. Donc, lui, on lui a laissé le jump seat. Avec un confrère d'une autre agence, mais qui était lui un petit peu plus spécialisé sur l'aviation. Et comme c'était pas son premier vol en A400M, il s'est installé sur la banquette. Et moi, j'ai pris le siège juste derrière le commandant de bord. Et je regrette pas mon choix. On était donc numéro 3 au décollage, derrière un CASA, derrière un C-130, et donc après le C-130 c'était nous. Alors c'était une manip un petit peu compliquée, je vais pas vous la détailler là parce que j'ai pas non plus tous les éléments, et quand on est dans un des avions, on voit pas l'ensemble, mais en gros il y a eu passage des A400M, il y a eu atterrissage donc des avions d'assaut sur la piste, mais aussi sur le taxiway, puisque les taxiways d'Orléans peuvent être utilisés comme piste de secours ou secondaire. Et là, je ne sais plus pas combien il y avait d'avions en vol. Il faudra qu'on regarde, et je n'ai pas eu le temps de le faire, évidemment, sur ADSB Exchange ou Flight Radar, parce que nos avions étaient visibles. Il y avait au moins deux A400M, deux C-130. Et donc, les appareils se sont posés en simultané taxiway et piste. Voilà. Et tout ça a été extrêmement spectaculaire, en tout cas de notre point de vue. Voilà, je suis... alors moi, je suis aux anges, parce que je suis sur le jump seat, et c'est la première fois que je suis dans un A400M et je me retrouve dans le cockpit. Bon. Voilà, très bien.
C'est vrai que j'aurais bien aimé que ce soit Nico Fish qui soit aux commandes ce jour-là, mais bon, voilà, la vie elle est ainsi faite. T'es deux jeunes sympathiques qui faisaient Movember, au moins un des deux faisait Movember. Et voilà, mais ça décolle. Alors on était léger, donc ça décolle assez rapidement et assez sec. Mais cet avion est incroyable au niveau. On voit les écrans, on voit le confort. Eux ont des casques évidemment parce qu'ils ont besoin de la radio, mais nous dans le cockpit, on n'avait pas besoin de casque pour se parler. Et quand on connaît le bruit qu'il peut y avoir dans un C-130 ou dans un Casa, par exemple, le cockpit de la 400M, c'est un cockpit d'Airbus. Hein, là, on sent que c'est un Airbus. Bah ça, oui, effectivement, ça change un petit peu la donne pour travailler en termes de confort. Alors, Ville Maquette qui me dit ce que j'allais te demander au regard des images si c'est Brissy. Oui, c'est Brissy, je te confirme. D'une manière générale, tous les journalistes qui étaient sur la manip, même si c'était effectivement tendu par moments, compliqué à organiser, même si ordre contre ordre, désaccord, mais globalement, au final, ça s'est super bien passé et c'était une manip exceptionnelle. Nous, on était en vol, donc là, on vient de décoller. Celle-là aussi, elle va être marrante. C'est que, ouais, ils ont la télé à bord. Et nous, on est peinard, puis le Loadmaster vient nous mettre la télé, puis nous dit, bon, bah là, on a 2 Rafales qui sont en train de nous courir après. Effectivement, dans la manip, il y avait un passage A400M en mode ravitailleur en vol, accompagné de 2 Rafales. Bah, devinez quel A400M était ce ravitailleur en vol. C'était le nôtre. Et donc, j'ai fait ma première séance air-to-air avec des Rafales. Depuis un A400M. Et je dois avouer que c'était pas plus ou moins prévu dans mon programme. C'était un peu la surprise du chef d'avoir été dans cet avion-là. Et là, on a la sortie du panier de ravitaillement en vol. Ça, je reviendrai sur le panier après. Alors, je sais pas si vous le voyez bien, mais en plus, c'est 2 Rafales de la marine. Interarmes, ils nous ont dit les gars. Et voilà, ouais, je me suis retrouvé à faire du air-to-air avec des Rafales. Et ça, c'était pas prévu. Petit coup de gueule sur mon téléphone. Alors, celle-là, elle est à peu près potable. Mais alors, ils sont gentils de nous dire intelligence artificielle, tout ça. Mais mon téléphone, il a fait la mise au point pendant tout le vol sur le tuyau de ravitaillement en vol. Et je m'en suis pas rendu compte. Parce que en fait, j'avais laissé le Nikon dans le cockpit en me disant je vais filmer. Quand on nous a appelés en nous disant il y a les Rafales qui nous ont rejoints, est-ce que vous voulez prendre en photo? Bah oui, on veut bien. Est-ce qu'on peut laisser nos affaires dans le cockpit? Mais oui, il n'y a pas de problème. Et donc, moi, j'ai laissé le Nikon dans le cockpit. Shame on me. Et donc, je m'en suis remis à mon téléphone, à mon Pixel 8 pour faire ces photos et surtout les vidéos. Alors par contre, pour les vidéos, bonne surprise, il s'en est plutôt pas mal tiré. Mais voilà, ce que ça a donné pendant quasiment une demi-heure, ils nous ont accompagnés et on s'est relayé aux fenêtres pour pouvoir faire des photos et les vidéos. Et j'avoue que on était tous là en train de se dire, mais c'était pas prévu et ils étaient là. Quand tu as les avions à ta disposition pendant plusieurs minutes, faut en profiter. Hein. C'est pas très très concluant. Mais j'ai fait 3 giga 92 d'images. Comme à chaque fois, hein, tu as des trucs qui sont plus ou moins réussis, d'autres c'est moyen. Et puis il suffit que tu as les 2 trucs. Tu as la vidéo qui va bien et la photo qui va bien pour illustrer ton article. Et puis tu as sorti les réussis et puis terminé, quoi. Et ça, on n'aurait pas eu. Vraiment, et là je les remercie du fond du cœur, vraiment, le mec, le Loadmaster qui est venu dans le cockpit en nous disant il y a 2 Rafales qui nous suivent, il y a des fenêtres sur les côtés, si vous voulez, vous pouvez faire des photos, allez-y, mais il n'était pas obligé de venir nous chercher, vraiment, il n'était pas obligé. Merci, gars.
comment dire, on était 3, il y avait 2 hublots, donc il fallait laisser sa place à tout le monde. Quand t'es avec des gens intelligents, ça se passe bien. Et là, ça s'est vraiment super bien passé. Celui qui devait filmer vraiment pour son agence, pas filmer, on lui a laissé filmer le plus possible, mais on a alterné sur les 2 hublots qui étaient à notre disposition, qui n'étaient pas forcément hyper propres, mais bon, enfin, ça passait, quoi. Enfin, ça... Vous voyez, à l'écran, c'est pas extraordinaire, mais c'est pas dégueu, quoi. Bon, la photo... C'est pas du Henri-Pierre Groslo, c'est pas du Paringo, c'est de la photo faite au téléphone, mais si j'ai besoin d'illustrer un article sur ravitaillement en vol des Rafales, j'ai une ou 2 photos que je peux utiliser, et rien que ça rend la sortie tout à fait légitime. Et puis, toujours dans le côté, les Loadmasters sont nos amis. À un moment, il y en a un qui me dit « Ouais, il y en a un qui passe de l'autre côté, regarde !» Alors, je me suis mis le premier au hublot. Et là, je pense que c'est ma meilleure séquence. Donc, il y a le tuyau qui gêne un peu, mais il fait partie de l'exercice. Donc, on s'était dit, c'est des marins. Les marins, ils sont capables d'enquiller. Moi, j'ai vu en meeting aérien des super-étendards faire un passage derrière un ravitailleur en vol. Vraiment enquillé. Je crois que c'est Hirsute qui était assez spécialiste du sujet. Je me souviens hier en 2010, quelqu'un qui l'avait fait. Voilà. Là j'avoue que je découvre mes images en fait, parce que j'ai à peine eu le temps de les regarder dans le tramway en rentrant à la maison. Là c'est à peu près net, c'est à peu près propre. L'éclairage est pas mauvais. Et la stabilisation, elle marche bien quand même sur les téléphones. C'est moi qui ai fait ça, les gars. Ouais, on se prépare à faire le passage. Le Rafale a sorti sa crosse d'appontage. Et c'est pour ça qu'on n'est pas haut. Hein, non. Et là, à ce moment-là, au moment où je coupe, le Loadmaster me dit « Bon, voilà, on va faire le passage. » Donc là, la réglementation, c'est « Vous êtes assis à vos places parce qu'on fait le passage et derrière, on se pose. » Et on s'est posé façon atterrissage de commando. Et ouais, alors ça freine très très fort un A400M. Vraiment. J'ai pas eu la bonne idée de filmer à ce moment-là. Mais ouais, le freinage en A400M, c'est un truc. C'est waouh. Ouais, tu sens qu'il y a des chevaux quand même derrière. Voilà. Donc là, on vient de se poser. Et il y a nos amis du 12e qui vont descendre. On est moteur tournant. On est sur la piste. La rampe s'abaisse, et là ils vont au contact. Et ils vont faire leur manœuvre à eux. Alors ils chargeaient armement, ils avaient quoi, HK416, il y avait du SCAR en canon long, et ils avaient aussi une mitrailleuse de groupe qui était en 7,62. J'ai discuté avec un de leurs officiers, alors je ne le reconnaîtrais pas dans la rue parce qu'il avait le visage camouflé, voilà, adorables. Pareil, les gars de l'armée de terre, ils étaient super sympas. Bon, bref, c'était une super manif. Et puis, fin de la manip, on descend de l'avion, on marche à pied, donc j'ai marché sur la piste d'Orléans, et fait quelques photos, on les ressortira peut-être un jour. Et puis on est monté dans des bus, on a rejoint immédiatement l'endroit où il y avait tous les VIP. À peine eu le temps de faire la bise à Fiche et dire au revoir à 2-3 personnes que l'avion, en fait, au moment où on arrive, le C-130 qui doit nous ramener à Villacoublay était moteur tournant et donc il nous attendait. On a à peine eu le temps de serrer 3 pinces. J'ai pas eu le temps de poser les questions que j'avais envie de poser sur la piste, sur l'exercice, etc. J'ai pas eu le temps de saluer le général Sabéné, donc qu'il veuille bien m'en excuser. Il passera le message. Et puis, on a embarqué très très vite dans le C-130. On était un petit peu tassé. Puis on s'est posé à Villacoublay vers 15h30. Et puis, 15h30, le temps de récupérer un bus, 16h, d'arriver porte machin, de prendre le tramway, voilà, 17h à la maison. Mais c'était une bonne journée. Alors, cet exercice Taranis, parce que le but du jeu, il y avait plusieurs buts du jeu pour l'armée d'air. C'était 1, effectivement, l'inauguration de la piste. 2, le lancement
de l'exercice. Donc journée VIP, journée presse, mais derrière l'exercice va continuer. Taranis s'achèvera le 27 novembre par la commémoration des 80 ans du transport aérien militaire. Ça c'est un événement qui est intéressant parce que les 80 ans du TAM, bien se rendre compte que dans l'histoire de l'armée de l'air, bon, ça va être mon petit coup de griffe, mais le transport aérien militaire a souvent été la cinquième roue du carrosse de l'armée de l'air. La chasse, la reconnaissance, l'appui et surtout les forces aériennes stratégiques, c'est-à-dire la bombinette, ont souvent été mieux choyées que le transport aérien. Je sais que ça date un peu, mais on l'a vu de façon très cruelle, par exemple à Dien Bien Phu, où les généraux décident de faire un point d'appui au milieu de nulle part. Ok, il y aura une piste, mais le milieu de nulle part, il est très très loin des autres bases. Si bien que pour ravitailler la base, les avions de l'époque, notamment les C-47, sont à la limite de leur élongation maximale. On a du renfort ponctuel de C-119 de l'US Air Force, il y a des mercenaires. Mais en fait, si Dien Bien Phu tombe, c'est parce que le transport aérien n'était pas à la hauteur, n'avait pas la puissance nécessaire pour faire ce combat de très haute intensité. Et donc, ça a toujours été un petit peu le cas. Le Transal, c'est un avion de légende qui a été fiable, etc. Mais c'était un avion qui n'emmenait pas grand-chose, finalement, qui n'avait pas une charge utile si délirante que ça. Et on n'a jamais eu tant que ça, enfin moins d'une centaine. Aujourd'hui, on a un format, là, combien on va finir avec des A400M? On va en avoir une cinquantaine au grand maximal. Non, mais c'est pas énorme. Hein. On a les CASA. Les CASA, oui, c'est de la bonne bétaillère, effectivement, ouais. Les C-130, on sait que les H, visiblement en ce moment, ça parle de les retirer du service parce qu'au niveau MCO, ils sont trop chers. On va garder les J. Est-ce qu'il ne faudrait pas racheter des J en plus pour remplacer les H qui partiraient? Et les H, ne les foutez pas à la benne. Appelez Monsieur Coulson, il saura en faire des trucs intéressants. Vous inquiétez pas, lui, la MCO, c'est pas son problème. Ouais, le transport aérien a pas toujours été équipé à la hauteur des attentes quand on faisait la guerre en Afrique ou quand on faisait toutes ces missions-là. Fallait emmener, hein, fallait des rotations de transal pour amener le matos. Bref, ils font un gros exercice. Alors, je vais pas vous donner le détail de l'exercice parce que ça va être le boulot des confrères d'Airfan. Il y avait Henri Pierre qui était sur l'exercice et qui va donc faire un papier. Et je pense que d'ici quelques numéros, vous aurez un beau dossier sur Taranis dans Airfan. Donc, je vais pas vous raconter plus que ça l'exercice. Il y a juste eu un passage que j'ai trouvé un petit peu croquignolet, bien sympathique, c'est que le général commandant le transport aérien militaire français qui, dans son discours, a dit « Et alors donc, nos équipages ne le savent pas encore, mais lundi, on va les envoyer se desserrer sur des terrains non préparés, histoire de les mettre dans l'ambiance. » Et il nous a raconté le scénario de l'exercice, en tout cas pour le début de l'exercice. En gros, ce qu'il nous a raconté, c'est que dans l'exercice, la base d'Orléans sera éventuellement menacée directement par l'adversaire et par les feux de l'adversaire. Donc il faudra dégager les avions pour qu'ils puissent opérer depuis ailleurs. Et il nous a donné la solution. Amis de Cahors, amis de Mont-de-Marsan, surveillez bien lundi, le ciel devrait y avoir autre chose que des Cessna dans le circuit des aérodromes du coin. Voilà, ça fait partie des petites bricoles comme ça qui étaient un peu sympathiques à récupérer. Pour ce qui est de l'exercice, voilà, je vous renvoie vers Airfan, ils avaient des journalistes sur place. Moi, je vais faire mon papier, je vais sans doute faire une brève sur cette nouvelle piste, effectivement sur le lancement de l'exercice. On fera sans doute un papier sur l'anniversaire du transport aérien militaire français parce qu'il y a des choses à dire. Puis cette photo-là, vous avez à l'écran depuis quelques minutes. Moi, ce matin, honnêtement, ce matin, je savais que j'allais voler sur A400M. Donc ça, j'étais déjà content. Je savais que j'allais faire 3 tours. En fait, j'en ai fait que 2, puisqu'on a fait l'aller plus la démonstration à Orléans. Je pensais que la 400M allait nous ramener à Villacoublay. Finalement, c'est un C-130 qui nous a ramené. 2 avions dans la même journée, j'aime bien, moi ça me dérange pas. Et surtout, ça m'a permis de comparer aussi des choses. Et aujourd'hui, je suis un peu critique sur la 400M, sur certains dossiers, ça vous le savez, mais l'avion lui-même, franchement, j'ai toujours dit que le vecteur était assez exceptionnel. Pour avoir vécu de l'intérieur un vol à bord d'un A400M, oui, l'engin est dingue.
Il est puissant, il a des capacités intéressantes. Au niveau avionique, oui, l'équipage sait exactement où il est, ce qu'il faut faire, etc. Enfin, tout ce qu'on voit dans le cockpit au moment où on décolle, on est dans un avion qui est extrêmement bien équipé, qui est confortable à un point que pendant le vol aller entre Villacoublay et Orléans, j'avais rien dans les oreilles. Et on arrivait à se parler entre nous parce que l'ambiance sonore de l'avion, elle est, bon, c'est pas celle d'un avion de ligne, mais elle est convenable. L'avion est, entre guillemets, relativement bien sonorisé. Au retour sur le C-130, ceux qui avaient balancé leur boule qui est, qu'on récupère à l'embarquement, mais moi j'avais aimé perso, ils l'ont regretté parce que le C-130, il est en soute, il est terriblement bruyant. Mais vraiment. Et on ne peut pas se parler. Ou alors juste la personne qui est à côté de vous, vraiment. Bah, l'A400M, non, c'est pas un avion de ligne, mais c'est quand même très confortable au niveau sonore. Et rien que ça change quand même beaucoup de choses sur quand vous devez être déployé à longue distance dans un C-130, c'est pas la même ambiance que si vous devez être déployé avec un A400M. Donc moi, de toute façon, ma religion était faite, l'A400M est une bonne bécane, qui mériterait un succès commercial un tout petit peu plus important. Je pense qu'il y a encore d'autres pays à satisfaire, mais bon, on voit que l'Embraer aussi, de son côté, récupère pas mal de marchés. Autant sur son utilisation, feu de forêt, je suis dubitatif, et d'autant plus que les généraux là à Orléans nous ont quand même parlé de guerre intensité, de développement de mission pour la 400M. Il n'y aura pas de disponibilité pour aller faire du feu de forêt, il ne faut vraiment pas se leurrer. En tout cas pour la France, c'est le cas. On parle de l'Indonésie, mais l'Indonésie avait déjà utilisé des transos, des transals, mais des transos pour des feux de forêt. S'ils achètent aujourd'hui des A400M et que le kit est opérationnel pour les A400M, eux peuvent être des clients intéressés, peut-être l'Espagne, mais pour la France, je n'y crois pas. Tout simplement. Vous voyez qu'on a réussi à parler bombardier d'eau, je suis quand même hyper balèze. Clem64, plein de fois, et qui se termine par 44, nous dit « Il lui manque encore des capacités force spéciale. » Pour la 400M, oui, je pense qu'il y a encore des choses à développer. Mais j'ai l'impression qu'il développe pas simplement que des capacités, mais aussi de l'armement. Enfin, oui, alors des capacités, mais des capacités qui soient à la limite capacité offensive. Le général nous a parlé de la 400M comme d'un avion de combat. Et effectivement, dans les vidéos qui ont été diffusées, on voit la 400M larguer des drones, et des meutes de drones, comme on voit en Ukraine, et on le voit aussi larguer des bombes. Alors pas sous les ailes façon B-17, mais avec des drones porte-bombe quelque part. Donc il y a ces axes-là aussi en développement pour la 400M. Je pense que c'est un avion qui va, comme le Rafale, il va évoluer au fil de sa carrière. C'est un avion qui vole depuis, donc le premier vol c'est 2009, il est en service en France depuis 2013-2014 si je me souviens bien, donc ça fait une dizaine d'années. On en a encore pour au moins 20 ou 30 ans, donc oui, il y a encore le temps de le faire évoluer. Mais il faudrait aussi penser à des avions plus petits. Les CASA, c'est bien, mais je pense qu'on peut avoir des machines... Alors je sais qu'à une époque, j'avais vu un papier, il parlait de l'A200M, mais je ne suis pas sûr que ce soit un projet très sérieux, mais oui, les CASA, c'est un truc intéressant. Moi, je serais assez partisan d'acheter des C130J pour remplacer les H, parce que c'est une capacité qu'on risque de perdre avec le départ des C130H, sachant que sur la mise à retraite des C130H, moi je n'ai pas vu de date d'annoncer. Je sais que plusieurs ont été retirés du service, dont un C130E modifié H qu'on avait acheté au Zaïre, donc celui-là on l'a pas gardé, mais qui est en cours de démantèlement à Évreux, mais pour le reste, j'ai pas plus d'informations que ça pour le moment. On attend des communications. Bon voilà, c'était on va arrêter là parce que on a fait le tour. Je suis content, je vous ai montré mes vidéos, je vous ai montré mes images, on a parlé un peu de l'armée de l'air. Merci au CIRPA pour l'invitation, merci à tous les gens de l'armée de l'air qui nous ont accueillis, qui nous ont guidés, qui nous ont proposé de nous impliquer un petit peu dans l'exercice. C'était très agréable. Franchement, on ressort de là avec une certaine banane. Merci pour les cadeaux bonus à l'écran. Merci aux marins. Visiblement, c'est la 12F. Donc, merci aux furieux de la 12F. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. Moi, je vais aller manger.
À bientôt.